Bonjour, on va commencer. Donc, moi, je suis Christelle Lambolès, je vais présenter cette nouvelle table ronde. Donc, je vous présente Hervé Boreton, vice-président de l'AFINEF, et Pascal Bringer, président de l'AFINEF, donc, qui est une association qui regroupe des entreprises de la formation du numérique en formation et en éducation. Et ils vont nous présenter le baromètre Digital Learning en France de leur association. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Donc, avant qu'on vous présente ce baromètre, juste deux mots pour vous présenter l'AFINEF. Donc, comme on vous l'a dit, cette association représente les acteurs du numérique dans l'éducation et la formation. On mène plusieurs actions pour nos membres, des actions à l'international où on fédère une action qui s'appelle Français du NUM, avec à la fois des acteurs publics, les différents ministères concernés et les entreprises. On a des actions, on a un chantier sur tout ce qui est données personnelles, standards et normes des solutions, parce que c'est très important d'interopérer les solutions entre elles. On a des actions aussi qu'on appelle l'AFINEF Tour, c'est-à-dire qu'on va dans les régions rencontrer les collectivités locales et on fait des relations privilégiées entre nos membres et les collectivités locales. Et on a tout un tas de relations avec les institutionnels, les différents ministères pour faire avancer nos sujets. Et une des actions que mène l'association depuis 2013, c'est le baromètre, historiquement appelé du e-learning, dont on va vous présenter les tendances. Et je vais passer la main donc à Hervé Boreton qui va vous présenter ce baromètre 2020. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc effectivement, ce baromètre du e-learning, juste pour préciser, c'est que du coup, il s'inscrit dans la réforme. L'AFINEF existe depuis 2012, donc on a quand même vu une évolution. En 2012, le digital learning dans la formation professionnelle était quasiment interdit, ou en tout cas, il fallait le faire de manière cachée. Après, on a eu la période de 2013 jusqu'à 2018, où ça a été toléré. Et là, vraiment, la réforme permet vraiment d'avoir le numérique quand même au cœur du dispositif. Et donc, c'est voilà, en partie, c'est pas que la FINEF, mais c'est en partie dans nos relations avec les institutionnels, on a fait évoluer ces choses-là et nous en sommes très satisfaits. Et la tendance, du coup, ça va permettre de structurer les offres et d'avoir une acculturation beaucoup plus importante. Donc, ce baromètre AFINEF de e-learning, alors, comme l'a dit Pascal, il existe depuis 2013. Donc, en 2013, on parlait de e-learning. Certainement que le prochain, on changera un petit peu de nom, on parlera d'autre chose, puisque le mot e-learning est maintenant un petit peu... voilà, il faut évoluer avec les tendances. Donc voilà, mais ça regroupe tous les dispositifs de formation utilisant des outils numériques, qui soient en distance ou en présentiel. Donc il y en a eu une version en 2013, une en 2015, une en 2020, et donc là on va vous dévoiler pour les premières tendances. On verra quand on aura une analyse plus détaillée de ce baromètre de 2020. Donc ce sont plus de 300 entreprises qui ont participé, enfin qui ont répondu, et on les en remercie, au questionnaire depuis 2013. Et donc on a pour cette édition fait une campagne d'interrogation d'entreprises entre novembre et janvier de cette année. Bon, on voit un petit peu les typologies d'entreprises qui ont pu répondre. Ça donne voilà la variété des intervenants et des réponses. Et plus on a de variété, plus on a des tendances qui sont pertinentes. Un premier élément important, qui sont les prescripteurs du numérique au sein de l'entreprise. Et ce qu'on constate, en fait, c'est d'une part que la plupart des prescripteurs sont vraiment les acteurs de terrain. Ça vient généralement peu des directions stratégiques ou des directions générales. Donc, c'est vraiment les acteurs de terrain qui préconisent le numérique dans les formations. Donc, c'est une information importante. Et par rapport à 2015, ce qu'on a vu apparaître, en fait, c'est la notion de Digital Learning Manager, qui n'existait pas du tout, en tout cas qui n'était pas présent dans le baromètre 2015, qui montre, on va dire, l'acculturation et la place que prend le digital dans la formation au sein des entreprises, et qui ont du coup une vision vraiment avec la volonté d'avoir une vision globale sur l'utilisation du numérique dans les formations, ce qui n'était pas forcément le cas. On va y revenir par le passé.
l'évolution, on va dire, et l'adoption des nouvelles modalités de formation numérique. Donc aujourd'hui, 93% déclarent utiliser le numérique dans la formation. Donc depuis 2015, c'est une augmentation de 30%. Et quand on analyse un peu plus en détail, en fait, on voit qu'il y a de nouveaux utilisateurs. Donc ça, c'est les fameux 30%. Mais dans ceux qui l'utilisaient déjà, donc les 63% qui l'utilisaient déjà en 2015, ils ont beaucoup changé et beaucoup évolué dans leur pratique de l'introduction du numérique et de l'usage du numérique. Ils sont venus voilà, des acteurs importants, alors qu'en 2015, ils l'utilisaient, mais avec des usages beaucoup plus restreints. Donc, encore une fois, un taux d'adoption maintenant qui devient, voilà, quand on commence à atteindre 93%, pas complètement généralisé, mais en tout cas de manière très, très importante. Une des questions qu'on a posées, c'est quelles sont les motivations des entreprises et des prescripteurs pour utiliser le numérique. Et ce qu'on peut retenir rapidement et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, ce qui arrivait en tête, c'était l'objectif de réduire les coûts de formation. Donc, ça traduisait quand même, on va dire, un manque d'acculturation et d'avoir compris quels étaient les enjeux du numérique. C'est que si on veut faire du numérique pour baisser les coûts, certes, c'est un élément intéressant, mais ce n'est pas finalement la finalité première. Et là, ce qui est intéressant dans cette évolution et dans l'édition 2020, c'est ce qui passe en premier, c'est qu'on veut utiliser les outils numériques pour améliorer la performance et l'efficacité pédagogique et rénover les approches classiques de formation. Donc on voit vraiment cette maturité de culture et d'acculturation dans l'appropriation du numérique. C'est plus uniquement pour réduire les coûts, voilà, ça peut en faire partie, mais voilà. Mais la première priorité et la première motivation, c'est d'avoir une meilleure efficacité dans les dispositifs de formation. Et quelque part, c'est important par rapport à voilà, une vraie utilisation de ces outils numériques. Les freins qui ont été identifiés. Alors, il y a des freins budgétaires. Alors, les freins budgétaires ne veut pas dire que, voilà, faut le décorréler du besoin de diminution des coûts. Hein. Pourquoi il y a des freins budgétaires? Parce que forcément, rentrer dans des dispositifs numériques, ça nécessite un réinvestissement. Voilà, quand on avait développé des formations classiques, ben, voilà, tout l'investissement de création de la formation existait déjà. Là, il faut réinvestir soit dans des outils, soit dans la reconception, soit dans la digitalisation. Et donc, ça nécessite forcément des investissements humains, financiers, etc. Donc, ça reste quand même un frein aujourd'hui, mais qui, on espère, sera, voilà, qui va après, sur la durée, être vraiment perçu comme un investissement. Et ce qui montre aussi par rapport aux freins qui ont évolué, c'est que les freins techniques baissent, l'inadéquation, les mauvaises expériences baissent aussi, ce qui montre aussi que les acteurs aussi de notre filière ont su s'adapter et proposer des solutions de plus en plus performantes, de plus en plus en adéquation avec les besoins. Encore une fois, hein, la maturité, elle est certes pour les entreprises, mais elle est aussi pour les acteurs du numérique et les technologies aussi qui ont permis des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire il y a quelques années. Et un des éléments quand même qui est intéressant, et on espère que la réforme va permettre de débloquer ce verrou, c'est les freins organisationnels. Voilà, qui remonte là de manière encore plus significative qu'en 2015. C'est voilà, effectivement, il faut changer l'organisation des formations. C'est plus des formations classiques comme avant, etc. Et c'est quand même perçu par les entreprises comme un frein important. Et en tout cas, dans notre vision, c'est que la réforme qui est en train d'être mise en place devrait permettre de lever un petit peu ces freins organisationnels en termes notamment des managers, de l'organisation du temps du travail. Bon, après, il faut le temps que ça se mette en place. Les domaines de compétences pour le e-learning. Alors, bon, voilà, vous avez les différentes choses. Ce qu'on constate, en fait, c'est que on est passé de formations un petit peu généralistes, l'apprentissage des langues, etc. Et de plus en plus, dans un premier temps, les formations numériques se concentrent sur la formation métier, les gestes métiers, la formation vraiment par rapport à des métiers spécifiques. Alors, ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. C'est que des fois, les formations soit n'existaient pas sur ces métiers-là et du coup, elles ont été directement créées en numérique. Et aussi parce que le numérique permet d'apprendre des gestes métiers plus facilement ou des aptitudes métiers. Et donc, du coup, on a cette volonté d'avoir des choses plus précises.
Si on regarde les outils qui ont été les plus utilisés, le tiercé gagnant en 2020, on va rentrer plus dans le détail. C'est du quiz. Alors effectivement, voilà, le quiz, c'est pas forcément, c'est intéressant. C'est pas un dispositif pédagogique très novateur, mais ça permet quand même, et c'est beaucoup utilisé pour du positionnement, hein, les plateformes de LMS et les sites de partage d'informations type vidéo, podcast, etc. Donc on voit ces choses-là. Ça, c'est le top 3, on va dire. Si on regarde plus en détail, c'est qu'il y a eu vraiment une évolution, on va dire, importante sur la diversité des outils utilisés par les entreprises pour développer, utiliser, exploiter le numérique par rapport aux autres années. Si on regarde maintenant les orientations à venir, et c'est ce qui nous intéresse, les tendances, là c'était plutôt un constat, les orientations à venir, c'est donc on voit en vert, en fait, c'est ceux qui l'utilisent aujourd'hui dans les nouvelles, ce qu'ils considèrent comme des nouvelles orientations, des nouvelles tendances. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une appétence forte, en tout cas une ambition forte de la plupart des entreprises d'aller vers ces nouveaux dispositifs. Donc le serious game, qui n'est pas vraiment nouveau, mais on voit un rééquilibrage en fait. En 2015, c'était, on va dire, du serious game un petit peu un peu à toutes les sauces, et on voit un rééquilibrage du serious game. C'est très pertinent dans certains cas, pas dans d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a une diminution de son utilisation, mais une envie plus importante d'y aller. Bon, les SPOC, les Cook, la réalité virtuelle, avec voilà, encore une fois, des fois c'est très pertinent, des fois ça l'est pas. Donc il y a aussi cette réflexion à avoir, mais en tout cas une volonté des entreprises d'aller vers ces nouveaux dispositifs de formation. En tout cas, c'est ceux-là qu'ils ont évoqué en premier, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc le dispositif et les différents dispositifs, et c'est ça qui est intéressant, et on voit la culturation qui est intervenue, c'est que ce qui arrive en tête, c'est finalement le blended learning, hein, le blended learning dans les deux tendances, soit du mix entre du online et du présentiel. C'est un type de blended learning, mais surtout du blended learning dans les dispositifs qui sont mis en place. C'est-à-dire que dans des parcours de formation, on va avoir de la réalité virtuelle, du serious game, du e-learning classique, du quiz, du MOOC, etc. Et c'est pas un seul dispositif qui va être utilisé dans une formation. Et après, on retrouve les choses que l'on a déjà vues tout à l'heure. Pourquoi utiliser le numérique, hein, les tendances qui en ressortent aujourd'hui. Donc enrichir, et donc ça c'est un peu en corrélation avec les motivations qu'on a vues tout à l'heure, enrichir et varier les supports de formation et faciliter l'accès à la formation. Et donc on voit bien la notion de réorganisation, de frein d'organisation, puisqu'on peut du coup plus facilement accéder à des dispositifs de formation sans forcément bloquer des journées entières, etc. Enfin, on voit tout ce que le numérique peut apporter là-dessus. Et encore une fois, ça montre que la mobilité et la culturation est aujourd'hui bien présente, et que la réforme, aujourd'hui, les industriels sont prêts pour l'accompagner, et maintenant il faut la mettre en place. Un rapide tour sur l'équipement de formation type. Alors ça permet de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à disposition dans les entreprises pour la formation. Donc 73% aujourd'hui, en tout cas des entreprises qui nous ont répondu, sont équipées dans leur salle de formation de tableaux interactifs avec vidéo, projection, etc. Bon, des choses assez standards, mais qui aujourd'hui sont intéressantes. Et surtout, aujourd'hui, les collaborateurs disposent à 97% de leur ordinateur de travail, 60% disposent d'un smartphone professionnel et 20% de tablettes tactiles. Alors voilà, après ça donne un petit peu la nécessité d'avoir différentes modalités d'accès à tout ça. J'accélère, on a bientôt terminé. Alors c'est un petit peu rapide, mais vous aurez l'occasion de le revoir plus en détail. Les priorités dans les dispositifs de formation. Bon là, il n'y a pas eu de grosses évolutions entre 2015 et 2020, donc on y passera, on ne va pas s'attarder trop dessus. Par contre, les nouvelles priorités identifiées par les entreprises, digitaliser les formations existantes, et ça c'est une grosse tendance qu'il n'y avait pas forcément en 2015, c'est qu'en 2015 on crée des nouvelles formations, là on prend des anciennes formations et on les digitalise, donc c'est vraiment les priorités majeures.
l'apprentissage permanent et informel, donc la nécessité d'avoir accès en permanence à de la formation, et après développer, multiplier des ressources, notamment grâce à des logiciels auteurs, et confirmer ce qui est en place. Donc les nouvelles priorités très claires qui sont développées à travers ce baromètre. En synthèse, ce que l'on peut en dire très rapidement dans une première approche, une maturité des usages et une maturité de la culturation globale de quels sont les apports du numérique dans la formation. Et c'est déjà un premier challenge qui a été qu'on a collectivement réussi, parce que c'était la première étape, on va dire. Le blend learning, qui est devenu aujourd'hui une modalité de formation la plus appréciée, parce qu'elle permet de tirer le meilleur parti de chacun des dispositifs, fois présentiel, en ligne et différents outils numériques. La diversité, la multiplicité de ces outils numériques, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Il y a plein d'outils à disposition. Il faut justement les combiner pour les utiliser le mieux possible. Et le passage, et ça c'est important, du choix du numérique uniquement pour des questions financières à une logique de recherche d'efficacité et d'efficience pédagogique. Voilà, de manière très rapide, les premières tendances de ce baromètre. Donc, vous pourrez le retrouver dès lundi sur le site de la FINEF, ce qui a été présenté là pour pouvoir le regarder plus au calme et plus en détail. Et très prochainement, une analyse beaucoup plus détaillée, puisque là, c'est vraiment la première fois qu'on le présente, plus détaillée des tendances que l'on peut en retirer. Merci à tous pour votre attention. On est à votre disposition sur le stand C102. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour parler de la FINEF et parler de ce baromètre. Merci.